Bonjour tout le monde. Je vais me mettre ici pour avoir le micro en face de moi. Je n'aime pas avoir le bureau entre moi et les gens, mais c'est pas grave. Donc, moi, mon nom est Bouaziz Ait Driss. Je suis de formation à la base génie électrique et électrotechnique, en fait. Machine électrique, automatisation, électricité générale. J'ai une maîtrise en énergie renouvelable, donc énergie solaire et éolien. Et j'ai travaillé, après avoir enseigné un petit peu de mathématiques, j'ai enseigné un petit peu d'automatisation industrielle pour des techniciens. Et après ça, j'ai été dans une compagnie Alimax dans les années 99-2000 faire de la consultation pure. Donc là, j'ai changé, j'ai été dans l'analyse météorologique des projets éoliens et donc l'installation, etc., dans les études. Et début des années 2010-2013, j'ai joint une compagnie de fabrication de petites éoliennes qui s'appelle Eocycle Technologies, qui existe jusqu'à maintenant et elle est basée à Montréal. Donc aujourd'hui, l'objectif de cette, je ne sais pas combien de personnes ici sont au fait de l'industrie éolienne. Maintenant, c'est beaucoup plus généralisé qu'il y a, mettons, quelques années. Mais quand on a commencé dans les années 2000, ici au Québec notamment et au Canada, donc l'éolien était vraiment nouveau. Donc, lorsque j'étais chez Edimax, on avait vraiment démarré la filière éolienne en termes de développement de parcs éoliens, de gros parcs éoliens, ce que vous auriez pu voir ou pourriez voir ici au Québec. C'est des dizaines de mégawatts d'installer. L'objectif de mon introduction ici, c'est de vous donner un petit peu un petit fil, une petite sensation de ce que c'est l'éolien, si vous n'êtes pas très familier. Je vais parler un petit peu, je vais brosser le tableau des défis de la filière éolienne lorsqu'on est ingénieur, lorsqu'on est professionnel qui travaillons dans cette industrie. Je vais essayer de survoler ça parce que ça va être en une heure, ça va être très rapide. Vous pourriez, à la suite de ça, vous inspirer et aller plus en profondeur si jamais vous avez le goût de plonger dans la matière. Donc, j'ai intitulé Introduction à l'industrie éolienne et le plan que je vous propose est ce qui est là, un petit historique très, très bref, une introduction sur les technologies modernes, les défis, en fait, qu'est-ce que ça prend quand on est dans l'énergie éolienne et quand on est professionnel. Je vous parlerai rapidement du cycle de vie d'un projet éolien. Puis à la fin, une petite conclusion. En fait, c'est un petit résumé pour vous dire ce que vous auriez pu voir, c'est-à-dire où avoir le goût d'aller explorer. Et ça devrait vous donner, vous êtes des étudiants en formation, donc je voulais avec cette présentation vous donner une petite fenêtre d'ouverte sur l'énergie éolienne et vous pourriez vous questionner si vous avez le goût d'aller pratiquer cette profession au sein de l'industrie parce que les demandes, en fait, les besoins en génie sont grands, ils diffèrent, ils évoluent aussi dans le temps et c'est à vous de voir. Alors, donc, des moulins à graisse, ça, tout le monde a vu ça. C'est les moulins de la Grèce, de la Grèce d'il y a longtemps, où les gens ont essayé de capturer l'énergie éolienne jusqu'à aux éoliennes modernes qu'on voit aujourd'hui. Depuis les années 90, l'éolienne,
c'est fixé, ou sa forme, sa morphologie a été fixée à 3 pales, comme vous le voyez ici, parce que vous auriez pu voir aussi des éoliennes, ce qu'on appelle le rotor Darius, c'est le rotor à axe vertical qui tourne comme ça. Il y a 3 pales, mais qui sont verticales, qui se déploient comme un arc. Mais ici, ça, c'est les éoliennes que vous allez le plus voir parce que ce sont celles qui ont donné une efficacité, une practicabilité, c'est-à-dire c'est plus pratique de développer des éoliennes dans ce genre. Et vous, ce que vous pouvez voir ici, c'est l'évolution à partir, vous avez l'axe du temps en bas depuis les années 80, et puis au-dessus de l'axe, vous avez les éoliennes ou le développement offshore, c'est-à-dire en mer, et sous l'axe du temps, vous avez les éoliennes onshore, c'est-à-dire qui sur terre, comme celles que vous allez voir ici au Québec. Donc, vous pouvez voir un petit peu comment la grosseur de l'éolienne a augmenté. Où est-ce qu'on est rendu en 2023 on est rendu à des diamètres, surtout offshore, parce que offshore, il n'y a pas de rugosité, il n'y a pas d'obstacle sur le terrain, c'est-à-dire sur l'eau. Et donc, on est capable d'augmenter le rotor sans trop augmenter la hauteur du moyeu. Comme par exemple ici, la pointe de la pale d'en haut, elle est à 300 mètres et un diamètre en 2023 et un diamètre de 280 mètres du rotor. Donc, à partir de ces grosseurs-là, les ingénieurs commencent à se poser la question, est-ce que la pale va tenir déjà avec son poids propre? Et donc, ce sont des questions qui se posent aux ingénieurs comme vous, des ingénieurs en mécanique, pour répondre à ces questions-là. Et en 2030, on prévoit atteindre des rotors de 350 mètres pour l'offshore, comme vous le voyez ici. Pourquoi tout ça? Et donc une puissance de 25 mégawatts. Pourquoi tout ça? Parce que si vous avez plus, vous avez une grosse machine et moins de machines, vous pouvez en avoir pour un 100 mégawatts, par exemple. Donc, si vous avez des 25 mégawatts, 4 machines, vous ferez un 100 mégawatts de parc éolien. Par contre, aujourd'hui, avec des éoliennes d'1,5, 2 mégawatts, ben, il vous en faut une cinquantaine. Donc, il y a tout un aspect d'étude que je vais toucher un peu plus loin dans les acétates à venir. Juste pour vous donner, pour ceux et celles qui aimeraient avoir un œil sur des rapports ou des chiffres comme ça, il y a des rapports gratuits que vous pouvez avoir. Ça, c'est GWEC, c'est le Global Wind Council, Wind Energy Council. Donc, c'est un organisme qui regarde, qui suit la filière éolienne et rapporte sur l'état de l'industrie éolienne sur plein d'aspects, l'aspect régional, l'aspect des installations, etc. Donc, ce que vous avez ici, vous avez la courbe d'augmentation, le taux d'augmentation donc des installations d'une année à une autre. Donc, tout au début, on avait une augmentation de 22%, année après année, puis 10%, et maintenant, dans la dernière décennie, c'est à peu près 8%, comme vous le voyez ici. En 2023, il y a eu 116,6 mégawatts d'installés et 10 mégawatts, 10,8 mégawatts en offshore. Ce qui est en vert, c'est onshore, c'est-à-dire c'est sur terre, et ce qui est en gris, c'est offshore, c'est sur mer. Et il y a quelques nations, quelques pays qui sont vraiment avancés, comme la mer du Nord, les Anglais, les Allemands. Il y a les Chinois aussi qui sortent, et on va le voir dans un graphique, qui émergent, qui se sont lancés dans l'offshore. Ici, en Amérique du Nord, ils sont frileux. Il y en a quelques parcs, un parc, je pense, qui a eu des difficultés incroyables. Je m'en souviens depuis début des années 2000 où ça a commencé pour les études et les études environnementales sont très importantes et ce sont
un blocage, en fait, en réalité. Euh, Cette acétate, je la trouve intéressante. Si on regarde juste en 2023, vous pouvez voir comment évoluent, quelles sont les nations et les régions qui vraiment donnent le ton pour l'installation de ces parcs éoliens. À gauche, vous voyez la capacité euh, par région. Vous avez l'Asie-Pacifique, le premier boulet là-bas. Donc, l'Asie-Pacifique, ça contient la Chine, l'Australie, etc. Donc, il y a 71%, c'est là-bas que ça se passe en ce moment. Alors que dans mettons les années 90, les précurseurs, les pionniers étaient les Allemands surtout. Il y avait les Danois, bien sûr, à un certain moment, un petit peu les Hollandais, les Néerlandais, mais depuis une certaine... Les États-Unis ont emboîté le pas dans les années 2000 jusqu'à 2010, etc. Maintenant, bon, ça continue, mais ceux qui représentent un boom, et on le voit ici, 71% de ce 116,6 MW qui a été installé en 2023, c'est passé dans l'Asie-Pacifique. Et à droite, ça c'est par pays, vous le voyez, c'est 65% d'installation en Chine. Donc, et ça, c'est année après année. La Chine a pris vraiment le taureau par les cornes, si je me permets l'expression, pour vraiment avancer ça. Et eux, déjà, ils prévoient dans certaines études qui sont sorties être carboneutre d'ici 2040. Donc, ils sont vraiment agressifs et sérieux dans ce qu'ils font. Et les résultats, enfin les chiffres le montrent ici. Bien sûr, vous pourriez aller, comme j'ai référé au rapport GWEC, donc si vous tapez juste GWEC report, il va vous sortir le rapport et vous pourriez vous amuser à lire ça. Deuxième aspect de la présentation, donc c'est les défis. En fait, les défis, c'est-à-dire qu'est-ce qui se présente, qu'est-ce qui vient se poser comme problématique aux ingénieurs comme vous lorsque vous allez commencer à travailler, hein, si vous embrassez cette profession ou cette industrie, eh ben, vous allez avoir à faire, vous avez le choix d'aller vers l'aérodynamique parce que ce sont des défis qui se posent. L'aérodynamique est reliée à la pale qu'on a vue, hein, qui est énorme. En plus de sa structure, il faut penser à son aérodynamique. Et vous, vous êtes bien placé ici. Vous êtes chanceux d'avoir une soufflerie. Vous allez faire vos tests avec votre éolien, la petite éolienne. Vous allez voir comment elle performe en termes d'efficacité. Donc, c'est la conception de la pale en termes de transformation d'énergie mécanique, c'est-à-dire d'énergie du vent en énergie de rotation, énergie mécanique qui va donner le torque ou le couple d'entraînement au générateur. La mécanique de manière générale, ben, la structure est importante, comme je disais. Des problèmes très sérieux se posent pour les éoliennes en mer. Donc, parce que bon, l'ancienne façon de faire, et jusqu'à maintenant, beaucoup d'éoliennes sont installées comme ça, il faut une fondation, et la fondation, elle est au fond de l'océan ou de la mer. Donc, il y a des courants, il y a plein de phénomènes qui viennent s'ajouter au phénomène du vent lorsque le vent pousse sur le rotor. Maintenant, on commence à parler d'éoliennes flottantes, c'est-à-dire au lieu de... et ça aide à installer des éoliennes ou des projets dans des endroits où le fond marin est beaucoup plus profond. Sinon, avant ça, il faut absolument regarder des endroits où vous avez une bathymétrie, c'est-à-dire le fond de la profondeur du fond de l'océan, beaucoup plus proche, parce que vous ne pouvez pas vous permettre de mettre 60 mètres en dessous. Donc, vous regardez des profondeurs de 30 mètres pour que ce soit raisonnable.
Donc, les éoliennes flottantes viennent comme une innovation dans ce domaine-là. Il y a tout l'aspect électrique. L'aspect électrique, bon, on a le contrôle, le générateur lui-même, et puis l'intégration au réseau. Lorsque vous mettez des éoliennes, que ce soit sur terre ou en mer, vous allez devoir les mettre, les connecter. Et là, je parle des grosses éoliennes, bien sûr, et même des petites. Éoliennes, vous allez devoir les connecter au réseau. Les connecter au réseau, vous ne pouvez pas le faire juste comme ça parce que le vent, lorsqu'il souffle, il n'est pas laminaire, il n'est pas constant. Donc, ça souffle des fois des bourrasques, ça dépend où est-ce que vous êtes, etc. Ça dépend de la topographie ou du site où vous avez installé votre éolienne. Donc, vous pouvez avoir des variations de rotation, donc des variations de sortie, c'est-à-dire du signal de sortie en termes de fréquence, en termes de tension, etc. Donc, il est important de satisfaire beaucoup d'exigences pour se connecter au réseau. Hydro-Québec de ce monde ne vous laissera pas mettre votre éolienne là-dedans et votre signal en venant perturber le réseau. Donc, c'est des éléments importants. Mais ça, c'est plus pour les ingénieurs en génie électrique. Il y a la génération où en termes de génération, vous pouvez avoir aussi l'aspect du suivi, hein, du suivi, les SCADA, la collecte de données, etc. Ce que vous allez faire un petit peu ici, vous allez regarder probablement ce que produit votre éolienne, comment, à quelle vitesse elle tourne, etc. Donc, de manière plus complexe ou complexifiée, dans pour les parcs, les gros parcs installés, vous allez devoir regarder la production ou suivre la production, suivre le fonctionnement de l'éolienne et sa sécurité, ça c'est fondamental. Et donc, vous allez mettre des systèmes d'acquisition de données et c'est tout un travail qu'il y a là-dessus. Et le contrôle en est un autre. Il y a un contrôle de l'éolienne elle-même, un petit peu ce que vous allez faire dans votre projet. Et il y a le contrôle du parc éolien, parce que le parc éolien, c'est plusieurs éoliennes. Il y en a une qui est en panne, il y en a une qui a une orientation erronée, hein, qui regarde le vent par l'arrière, etc. Donc, tout ça, c'est des contrôles, c'est des systèmes de contrôle qui font en sorte à ce que le parc éolien fonctionne de manière optimale. Pourquoi? Parce que la personne, enfin, la compagnie pour laquelle vous travaillez, elle va installer, si vous êtes chez un développeur, hein, c'est les gens qui installent des éoliennes pour produire de l'électricité et vendre ça aux Hydro-Québec de ce monde. Donc, à ce moment-là, ces gens-là veulent maximiser leur retour sur investissement, c'est-à-dire qu'ils veulent vendre le plus d'énergie possible pour augmenter leurs avoirs et leurs revenus. Et une éolienne qui ne fonctionne pas, ben, c'est des revenus en moins. Donc, il est important de regarder ça, d'optimiser ça, de suivre, de faire de la maintenance, de prévoir de la maintenance, etc. Et tout ça, ça rentre dans l'ingénierie, dans les fonctions ou les professions d'ingénierie. Lorsque on fait une conception, il y a des guides de base, des pratiques de base. Il y a les guidelines qu'on appelle ou les façons de faire, l'état de l'art qui sont mis de l'avant par certaines compagnies qui sont très anciennes, qui sont là depuis très longtemps, qui ont développé, si je prononce juste un nom, DNV, DNV, il a absorbé GL, GL, et maintenant GL est très connu parce que dans la certification et dans l'écriture de ces guidelines-là, et de comment calculer les structures, comment faire tous les calculs relatifs à l'éolienne pour qu'elle soit réussie. Euh, euh, donc ça, c'est des guides pour l'ingénieur, hein, voir comment cheminer dans ce calcul-là. Et d'un autre côté, il y a un autre guide, mais c'est un guide auquel on doit satisfaire, c'est les
les standards. Ici, vous avez deux exemples des standards qui sont de l'International Electrotechnical Commission, donc la Commission internationale électrotechnique de standardisation. La série 61400, c'est la série qui est relative aux éoliennes. Ces deux-là, le 61400-1 est pour les grosses éoliennes, ce que j'ai montré tout à l'heure, les grosses éoliennes, et 61400-2, ça c'est pour les petites éoliennes. Quand j'ai dit petites éoliennes, tout à l'heure on parlait d'éoliennes offshore d'un diamètre de 280 mètres hein, en mer. Les petites éoliennes, selon cette norme-là, c'est moins de 200 mètres carrés de surface balayée. C'est-à-dire, ça, c'est à peine 16 mètres de diamètre. Et au cycle chez qui j'ai travaillé, et je travaille aussi comme consultant en ce moment, a un rotor pour le moment de 16 mètres. Il est juste à la limite. Quand on l'a conçu, justement, on a regardé parce qu'on voulait avoir une certification et il fallait se mettre en dessous de ce rotor balayé, c'est-à-dire de cette surface-là. Et donc, lorsque vous allez, et je vous fais noter que ces standards-là, probablement qu'ils existent en bibliothèque, ou sinon vous pouvez demander à votre bibliothèque de les acheter. C'est très intéressant, je vous recommande énormément, si ça vous intéresse, de regarder l'aspect détaillé de la conception, etc. Allez-y lire ces normes-là, parce que vous avez vraiment, c'est assez didactique, ça vous donne comment on peut cheminer, quels sont les vents extrêmes qu'il faut considérer, quelles sont les classes de ces éoliennes, etc. Donc, si ça vous intéresse, allez-y, lisez-le. Et puis, il y a ce qu'on appelle des cas de charge qui sont obligatoires à démontrer, à démontrer à un vérificateur tiers. Donc, celui-là, en fait, lorsque vous faites la certification, vous allez passer chez quelqu'un, un ingénieur indépendant qu'on appelle, et donc, vous allez démontrer, avec vos calculs, etc., que votre éolienne satisfait aux règles qui sont données ici, aux exigences qui sont données dans ces standards-là. Et là, vous allez suivre la procédure, et dans cette procédure-là, il y a des cas de charge. Par exemple, quel serait l'effort? Il faut calculer l'effort sur l'arbre du rotor lorsque l'éolienne fait face au vent et lorsqu'elle est frappée par un vent de 50 mètres par seconde, un vent extrême. Qu'est-ce que ça fait si elle était déviée de 45 degrés, que le vent vient à 45 degrés, etc. Donc, c'est des cas réalistes et réels qu'on met là-dedans pour vérifier que la structure est bien conçue, bien dimensionnée pour pouvoir fabriquer après ça l'éolienne. Et une fois qu'elle est fabriquée, il faut l'emmener, il faut l'installer sur un site avec des mâts de mesure, donc à plusieurs niveaux, avec des anémomètres à plusieurs niveaux. Vous collectez l'information, vous regardez quel est le vent qui vient, il y a toute une data acquisition, donc une acquisition de données qui va lire ces informations-là avec une moyenne bien spécifique, etc., pour que ce soit valide. Et après ça, on va tracer ce qu'on appelle la fonction de transfert de l'éolienne, c'est la courbe de puissance, c'est-à-dire combien de vent, lorsqu'il y a un vent de X qui rentre, combien elle est capable de ressortir. Et ça, c'est fondamental parce que le développeur, le client qui va acheter votre éolienne, il va vouloir savoir de manière précise combien d'énergie il pourra produire à la fin. Donc, à partir après une certaine période, pour pouvoir chiffrer ses revenus et pouvoir chiffrer son bilan financier de son projet. Donc, il y a toute une science derrière donc, pour faire ces calculs-là. Et donc, la courbe de puissance qui est certifiée, c'est-à-dire il y a un tiers qui fait ça, ce n'est pas le propriétaire, ce n'est pas le développeur,
c'est un tiers qui est accrédité lui-même et qui va faire les mesures et va faire les calculs, il va vous sortir la courbe de puissance et il va dire que le rapport, il va tester les mesures de sécurité qu'il y a là-dedans. Est-ce que l'éolienne s'arrête lorsqu'il y a un problème? Comment elle se comporte lorsque le vent, il y a une bourrasque qui vient au travers du rotor, etc. Donc, tous ces aspects-là sont regardés, mais les guides qu'il faut suivre et auxquels il faut répondre, c'est les exigences qui sont dans ces documents-là. Et encore une fois, si vous avez de l'intérêt, vous pouvez aller lire, c'est très intéressant. En plongeant un petit peu plus, donc là, notre éolienne est fabriquée. Il y en a eu plein d'éoliennes qui sont fabriquées, puis on les a suivies, on a regardé quels sont les problèmes qu'on a rencontrés, etc. Et puis on commence à se poser des questions. Comment on peut améliorer cette éolienne-là? Parce qu'il y a des bris, c'est normal, etc. Donc, c'est comme quelqu'un qui naît, qui grandit, qui apprend à marcher, qui tombe, qui se fait des bobos, puis à partir de là, il se corrige pour apprendre. C'est exactement pareil. Donc, au cours du temps, on a vu dans une éolienne, il y a des éléments qui sont plus à risque de tomber en panne, et c'est ce que vous voyez ici, comme par exemple la barre la plus élevée, c'est le Fitch System. Donc ça, c'est le système d'orientation de la pale. Dans les grandes éoliennes, les pales sont pitchées. On ne peut pas faire une pale à pas fixe, comme celle que vous allez tester dans la soufflerie. Donc, il faut pitcher ça. Et comme il y a des engrenages, il y a des moteurs, etc., il y a des mouvements, en éolien, dès qu'il y a mouvement, il y a problème potentiel, je dirais. Donc, mettez-vous ça toujours dans la tête. Le mouvement crée des stress ou des contraintes additionnelles que si vous aviez une pale juste qui est fixe comme ça. Et c'est normal, c'est intuitif. Le deuxième, c'est la nacelle. Donc, ça, c'est le yaw system. Donc, c'est la giration. La giration, c'est l'orientation de la tête, enfin du rotor. Le rotor doit faire face tout le temps pour maximiser la production de l'énergie, doit tout le temps suivre le vent, se mettre en face du vent. Le vent, il change, il vient là, et puis vous seriez étonné de voir comment le vent, il joue, il a des méandres comme ça, puis tantôt il est par là, tantôt il est par là, et ainsi de suite. Et ça c'est directement relié à la région, dépendamment où est-ce que vous êtes. Il y a des sites qui ont une variabilité en giration plus élevée que d'autres. Il y a des sites qui ont des vents unidirectionnels. Ça, vous le voyez à travers la rose des vents que vous faites. Avant d'installer votre éolienne, vous allez mettre un mode mesure, vous allez suivre ça pendant une année, mettons, et vous allez voir les fréquences des directions, d'où vient le vent. Vous allez voir les fréquences aussi, les classes de vent qui sont disponibles sur le site et ainsi de suite. Donc ça, vous allez le savoir. Et donc, le yaw, le système, il y a encore une fois, il y a un mouvement, il y a une giration, ça veut dire il y a une couronne dentée, il y a un engrenage là-dedans, il y a un moteur, et donc c'est des problèmes potentiels. Le drivetrain, ça c'est le gearbox principalement, ce qui sort. Donc ça c'est le train d'entraînement ou l'axe d'entraînement. Là-dedans, vous allez avoir le rotor, on va le voir dans un graphique un peu plus loin. Donc vous allez avoir le rotor, les pales, un arbre. Généralement, il passe pour les grosses éoliennes, il passe à travers une boîte d'engrenage, donc une boîte multiplicatrice de RPM. Et puis après ça, il attaque le générateur électrique pour convertir ça en électricité. La boîte d'engrenage fut un problème incroyable. Et puis, c'est pour ça que certains manufacturiers ont décidé de faire du direct drive, c'est-à-dire on enlève la boîte d'engrenage et avec l'avènement des générateurs à aimant permanent,
même avant, en fait, Enercon fait un générateur ordinaire, un ring generator qu'on dit. Donc, c'est un générateur synchrone et utilise un convertisseur. C'est l'un des premiers qui a commencé, qui a décidé d'aller dans cette. Ça, c'est des Allemands. Donc, ils ont décidé d'aller dans cette voie-là. Ils ont dit, nous, on ne joue pas avec le gearbox, on l'enlève et on va faire juste une production variable, donc à fréquence et à tension variable, par le générateur. Et à partir de là, on va couper ce signal-là, on va le rendre un signal continu, et après ça, on va le convertir et on va mettre une belle sinusoïde à la sortie. Donc, et ça, maintenant, c'est très courant, hein, ça se trouve partout. Mais il fut un temps, dans les années 90, c'était difficile à réaliser, mais eux, ils sont partis là-dedans. Donc, ils ont supprimé le gearbox et ils ont mis un convertisseur. Donc, ça, c'est des exemples de problématiques que vous avez. Et ça, c'est de la nourriture pour les ingénieurs, pour résoudre. Voilà, donc, là, une vue. Alors, juste à gauche, là-bas, vous avez la petite éolienne de 25 kW, 30 kW, je dirais, avec un rotor de 16 mètres. Et à droite, ici, c'est une éolienne, je pense, ça, c'est une éolienne Enercon, mais je pense qu'elle a, on ne le voit pas ici, mais aux environs de 100 mètres de diamètre. Donc, alors, vous pouvez voir la grosseur. La petite éolienne là-bas, elle se fait, elle se monte au sol avec un mât horizontal, puis il y a un vérin qui la pousse et il la met en verticale. Ici, il faut construire l'éolienne sur site. Donc, vous allez amener la pale une à une, le moyeu de lui-même comme une pièce. La nacelle est une pièce. Des fois, elle vient avec plusieurs pièces. Le mât ou la tour vient en section. Quand on installe, il faut des grues, il faut plein de logistique. Donc, ça vous donne un exemple. Et cet exemple-là, pour la petite éolienne, vous indique bien les éléments fondamentaux qu'il y a dans l'éolienne. Vous avez le rotor, l'axe, le moyeu. Vous avez le générateur juste après, le gris. Et après ça, vous avez un système de freinage mécanique. Il y a un disque avec des plaquettes, etc. Vous avez un système de giration, le yaw dont je parlais en bas, complètement en bas. Ça, c'est un moteur qui tourne. C'est une roue à vis sans fin qui fait tourner l'éolienne pour la mettre en face du vent. Et puis, vous avez le châssis est important parce que la structure, elle doit tenir les efforts de l'éolienne pour qu'elle puisse résister et survivre. Le système de mesure, mais de manière générale, c'est juste une boîte de connexion. Et puis, un système hydraulique, ben, c'est le système hydraulique qui fait fonctionner les plaquettes ou le système de frein et éventuellement le yaw. Et puis, vous avez des instruments, hein, donc vous le voyez. C'est ce que vous allez retrouver dans une grande éolienne, un anémomètre, une girouette, un thermomètre pour contrôler. Et ça, c'est important pour le contrôle. Ça se fait à partir, il y a une boîte électronique en bas de la tour, là où il y a tout le cerveau électronique et là où il y a le convertisseur. Et la petite éolienne là-bas, elle a un convertisseur justement que j'expliquais. Et c'est le cerveau qu'il y a en bas de la tour, il y a un PLC qui fait le suivi de cette éolienne-là. Cycle de vie, assez rapidement, 34 minutes. Il y a deux aspects, si je peux diviser ça en deux, parce que ce sont deux sciences et deux professions différentes, c'est le développement. Avant d'installer un parc éolien, et je parle pour les gros parcs éoliens, c'est vrai pour les petites éoliennes, mais c'est moins prenant, disons. Vous pouvez le faire
pour une petite éolienne de 25 kilowatts qui coûte, mettons, à installer 150 000 dollars, mettons entre 150 et 200 000 dollars, c'est pas pareil qu'un parc éolien de plusieurs millions de dollars. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre d'installer un mât de mesure de 70-80 000 dollars pendant la période de développement. Et donc, l'approche est différente, mais je parle pour le gros éolien ici. Donc, il y a la météorologie qui va regarder analyser toute la rentabilité du parc. Et dans le parc, il va y avoir plusieurs éoliennes qui sont disséminées à travers un terrain ou sur la mer, etc. Donc, vous allez regarder plein d'aspects qui sont la mesure et la projection de la ressource éolienne. Comme je disais, vous allez planter des mâts de mesure, hein, c'est dépendamment de la grandeur du parc éolien. Et vous allez faire de la micro-localisation des éoliennes, c'est-à-dire vous allez, si vous êtes en milieu un petit peu accidenté, où il y a des pentes, etc., vous n'allez pas mettre l'éolienne dans un trou, dans le ravin. Vous allez le mettre là où elle va capter l'énergie du vent. Et ça c'est relatif aussi à l'aérodynamique des surfaces. Hein. Il y avait l'aérodynamique des pales, alors qu'ici, c'est l'aérodynamique du terrain. Est-ce que vous avez beaucoup de forêts? Est-ce que vous avez des habitations? Est-ce que vous avez de la rugosité, ce qu'on appelle la rugosité? Donc ça, c'est très important à regarder. Donc, vous allez mettre les éoliennes une à une. Il ne faut pas qu'elles se fassent de l'ombre l'une sur l'autre et ainsi de suite. Et en plus, l'impact sur l'environnement. Lorsque vous allez planter les éoliennes, vous allez faire attention à ne pas, parce qu'il y a du bruit quand même qui est émis, vous n'allez pas la mettre à côté d'une maison qui va ennuyer les résidents tout le temps. Donc, il y a des normes là-dedans et des façons de faire. Vous allez faire, il y en a qui n'aiment pas voir dans leur horizon l'éolienne, donc vous allez faire en sorte à ce qu'elle soit dissimulée, vous les emmenez un peu plus loin, etc. Donc, tout ça, c'est des études qui sont faites par des consultants, hein, de la consultation, ou des ingénieurs comme vous, des techniciens, travaillent et font ce travail-là. Il y a des météorologues, mais moi, je n'étais pas météorologue et à la fin, j'ai fait beaucoup de météorologie. J'ai dealé avec des modèles méso-échelle, donc de prédiction du vent ou du climat, etc. Donc, c'est des choses que vous allez faire quand vous avez décidé de faire une profession. Vous n'allez pas trouver juste, dépendamment où est-ce que vous êtes et ce que vous aimez faire, vous pouvez trouver des choses vraiment intéressantes et motivantes à faire, de nouvelles choses à apprendre. Ce que vous en apprenez ici dans la soufflerie va, pour ceux qui sont curieux, va au-delà de la mécatronique, de la mesure et de ce que vous allez faire. C'est des petits exercices de la réalité en grand format. Analyse des atténuations et les impacts sur l'environnement, ça c'est fondamental. Ici au Québec, pour planter un parc éolien de X mégawatts, vous êtes obligé de passer par le BAT, le Bureau d'audience d'analyse environnementale. Et donc, vous devez démontrer, vous devez rencontrer les locaux, les résidents, leur expliquer le projet, et vous devez avoir l'assentiment de ces personnes-là, de la communauté, pour que vous n'ayez pas une contradiction par rapport à votre projet et lui mettre du plomb dans l'aile. Donc, il est important de démontrer que vous avez fait votre travail comme il faut pour atténuer. Vous n'allez pas effacer toutes les contraintes, il va y avoir des contraintes, mais pour atténuer, il va y avoir des mesures d'atténuation. Analyse du climat sonore, influence visuelle, et ça, c'est expliquer un petit peu. Je parlais de la microlocalisation, ça, c'est un parc dans la Manche, donc belle photo qui montre comment les éoliennes créent de la turbulence et donc de l'effet de sillage, ce qu'on appelle de l'effet de sillage.
Et lorsque vous pouvez imaginer, ici, c'est des conditions particulières qui nous montrent ça de manière visuelle, mais les éoliennes qui sont sur Terre ici, quand vous les voyez tourner, il faut imaginer que vous avez exactement ça derrière chaque éolienne. Donc, lorsque vous allez les mettre, dépendamment comment vous les arrangez, etc., vous allez produire plus ou moins de production. Et ça, c'est les personnes, les ingénieurs qui font la conception de ces parcs-là, qui s'arrangent à les mettre là où il faut. Il y a, en termes de visuel, ici, c'est très important de ne pas les mettre à gauche. Ça, c'est les développements des années 80-90, ça, c'est la Californie. Ça s'est fait de manière débridée et l'impact est vraiment frappant ici. C'est pas beau du tout. Puis, il faut pas faire ça. Mais maintenant, bon, vous voyez à droite, on est arrivé à mieux harmoniser. Déjà, on enlève, on a délaissé la tour à treillis que vous voyez à gauche là. Maintenant, bon, c'est des tubes, c'est tubulaire. Si vous allez, vous êtes un peu loin là, mais au sud de, et même ici dans East Main, il y a un parc. Si c'est des Enercon, je ne me rappelle pas. Ici, si c'est des Enercon qui sont installés, vous allez voir la tour, elle est intégrée. Elle est peinte en vert, mais dégradée gris vers le haut. Et donc, ça s'harmonise dans le paysage. Et c'est très important de travailler là-dessus. Ça, c'est des vues. Donc, vous avez ici le climat sonore. Donc, ça, c'est un modèle de propagation du son qui nous donne, lorsque vous mettez vos éoliennes, vous lui donnez, vous introduisez les inputs ou les paramètres, les caractéristiques de ces éoliennes-là. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, lorsque vous faites votre certification, vous faites la mesure du bruit, vous caractérisez le bruit. C'est quoi le niveau de bruit de cette éolienne-là? Et lorsque vous allez recevoir un certificat, et à partir de là, on dit, bon, cette éolienne, elle fait X dB, décibels, pour ça que vous allez mettre dans ce modèle-là. Et le modèle, il va faire l'agrégation ou la combinaison de ces bruits émis et vous donne des isocontours que vous voyez. Et lorsque vous jouez sur le terrain avec vos cartes, hein, vous déposez ça sur votre carte et vous allez voir quelles sont les résidences, les points sensibles qui sont possiblement touchés par ce bruit-là. Donc c'est un élément, c'est des logiciels spécialisés hein, qui existent pour l'industrie. Et à gauche, là-bas, c'est la visibilité. Donc, votre parc, il est là, il vous simule un petit peu le niveau de visibilité du parc ou des éoliennes à partir de certaines régions ou de certains endroits sur la carte, comme vous le voyez. Plus c'est rouge et plus c'est visible. Donc, vous allez travailler avec pour que les zones habitées ne reçoivent pas, n'aient pas une vue frappante comme ça. Le cycle de vie. Maintenant, on passe le cycle de vie, c'est l'installation jusqu'au démantèlement. Alors, là, je vous avais dit que c'était une profession aussi parce qu'il faut faire le suivi, il faut faire plein de choses. Donc, il faut analyser économiquement le projet. Il est important de savoir qu'est-ce qu'on a installé. Et puis, ce n'est pas évident de dire qu'est-ce qu'il a produit. À part ce que vous voyez dans le meter, dans le compteur d'électricité, il est très difficile de dire j'aurais dû avoir plus ou moins, parce qu'est-ce qu'il a vanté plus ou il a vanté moins. Donc, il y a des techniques, il y a toute une science derrière pour aller optimiser le parc éolien. L'intégration au réseau, comme je parlais, donc il est important que ça fonctionne comme il faut et que ça aide le réseau. L'impact sur l'environnement, il ne faut pas qu'il y ait de plaintes après coup, donc c'est important, donc on va faire un suivi. Puis l'opération, il nous faut de l'accès au site, surtout l'offshore. Il nous faut des interventions pour minimiser les pertes de production.
les contrôles à distance pour qu'on soit certain de ce qu'on est en train de produire, la maintenance mécanique et électrique des équipements, ça c'est vraiment sur site, vous envoyez des techniciens qui vont monter une fois par année, etc., pour faire de la maintenance. Ils arrêtent une éolienne une après l'autre pour faire de la maintenance. Le démantèlement, à la fin, il faut démontrer aussi qu'on ne va pas laisser ces structures gigantesques juste comme ça au vent. Il faut les démanteler, il faut remettre en état le site. Conclusion. L'industrie éolienne est vraiment multidisciplinaire. Moi, j'ai eu énormément de plaisir à faire ça, donc j'en ai fait ma carrière. Il y a de la mécanique, et puis on ne peut pas dire ah non, moi je ne vais pas là-bas. Si on a le goût, on plonge et on fait, bien sûr, on ne va pas faire les calculs. Je suis électricien, donc je ne vais pas faire les calculs mécaniques, mais il faut comprendre ces choses-là. Vous êtes mécanicien, c'est-à-dire mécanique, ingénieur mécanique, vous n'allez pas faire la conception électrique. Vous pourriez à un certain moment, si vous faites les formations, etc., et l'apprentissage qu'il faut, mais il faut comprendre, anyway, il faut comprendre l'électrique. La gestion de projet, très, très important, parce que c'est la coordination de toutes ces équipes-là. La météorologie éolienne, ça c'est important, fondamental. Les contrôles, la géomatique, ça c'est tout ce qui a trait aux cartes, etc. Donc superposition de cartes, etc. Et ça c'est vraiment fascinant si vous ne l'avez pas fait. Moi j'adore travailler avec les cartes. J'ai connu le Québec sur les cartes avant de l'avoir connu sur le terrain. Voilà. Je vous remercie.